OK. Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Mon nom est Stéphanie Tremblay. Donc, je suis chercheure postdoctorale dans le laboratoire de Dr. Maria Guedes. Puis, je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Vasvi Dir qui va être là pour m'assister avec la partie plus interactive. Ici, c'est un atelier. Je ne sais pas si vous aviez remarqué sur l'horaire. Donc, on va vraiment en profiter pour avoir aussi votre avis. On veut avoir votre perspective. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est l'équité en matière de santé et plus particulièrement dans les troubles neurocognitifs. Je vais présenter un projet qui est en cours dans mon laboratoire, qui est sur l'intégration des déterminants sociaux et structurels dans la santé en recherche, plus particulièrement en recherche sur le vieillissement et la maladie d'Alzheimer au Canada. Donc, lorsqu'on s'intéresse à la prévention de la démence, c'est important d'avoir une vision plus holistique de la santé. Donc, il n'y a pas juste les facteurs à l'âge adulte qui ont un impact sur la manière dont on va vieillir. Donc, idéalement, pour vieillir en santé, il faudrait vivre en santé, donc vraiment tout au long de la vie. Donc, dans un milieu favorable, avec des opportunités d'expériences enrichissantes et aussi être relativement à l'abri d'expériences négatives significatives, idéalement. Donc, c'est des facteurs tout au long du parcours de vie, de l'enfance jusqu'à l'âge avancé, qui entrent en jeu dans la détermination du risque de maladies associées au vieillissement, comme la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi plusieurs types de déterminants de la santé. Puis par déterminants de la santé, ce que je veux dire, c'est tous les facteurs qui influencent l'état de santé de la population, et ça peut être de manière directe ou indirecte. Donc, on a les déterminants biologiques et génétiques, qui sont en gris ici, le système de soins en orange, l'environnement physique et l'environnement social et économique, donc en bleu ici. Donc, comme vous pouvez voir, l'impact de l'environnement physique, social et économique sur la santé est très grand, mais malgré ça, on accorde souvent peu d'importance à ces facteurs-là par rapport à l'importance qu'on accorde au système de soins en tant que stratégie d'amélioration de la santé. C'est aussi beaucoup le cas de la recherche sur la démence. Donc, on a tendance à mettre beaucoup d'emphase sur les facteurs biologiques et génétiques et beaucoup moins sur les facteurs socio-économiques et environnementaux. Par chance, récemment, les chercheurs s'intéressent de plus en plus aux habitudes de vie, aux environnements physiques et sociaux et à des facteurs de risque qu'on dit modifiables. Donc, ces 14 facteurs de risque modifiables ont été identifiés par la Lancet Commission, dont vous avez peut-être entendu parler. La dernière version est parue l'an dernier. Puis, selon ce rapport, il y aurait près de la moitié des cas de démence, donc 45 %, qui peuvent être attribués à ces facteurs de risque tout au long du parcours de vie. Donc, comme facteur plus tôt dans la vie, on a l'éducation. Donc, avoir moins d'éducation augmente le risque. Au milieu de la vie, il y en a plusieurs, comme l'activité physique, l'hypertension, le cholestérol. Et plus tard dans la vie, il y en a aussi quelques-uns, donc l'isolation sociale, la pollution de l'air et perte de vision. Donc, en agissant sur ces facteurs, on pourrait donc, en théorie, prévenir un très grand nombre de cas ou au moins retarder l'apparition de la maladie. On parle donc de modifier ses habitudes de vie, par exemple faire plus d'activité physique, éviter des comportements nocifs comme fumer ou boire beaucoup d'alcool et traiter les conditions de santé comme la perte auditive ou l'hypertension. Donc, l'idée, c'est qu'on pourrait réduire notre risque de troubles neurocognitifs en adoptant des comportements sains comme ceux-là. Ces facteurs de risque-là sont dits modifiables, mais agir sur ces facteurs, ce n'est pas accessible à tous de manière égale. Par exemple, si on prend un exemple facile, là, on sait que vivre dans un environnement plus pollué, ça augmente le risque de troubles neurocognitifs, mais c'est évidemment pas tout le monde qui a les moyens financiers ou la possibilité de déménager dans un quartier avec une meilleure qualité d'air, puis surtout avec la crise de logement actuelle. Donc, en plus, ces facteurs de risque-là sont plus communs dans certains groupes, comme chez les minorités ethniques et sexuelles. Par exemple, chez les communautés latino-américaines et noires, les proportions des cas de démence qui peuvent être attribués aux facteurs de risque modifiables sont plus élevées que chez les personnes blanches. Donc, je vais vous expliquer là, cette mesure qui est utilisée souvent dans les études épidémiologiques. Ça s'appelle la fraction attribuable dans la population, ou FAP. Donc, c'est souvent utilisé parce que ça permet d'estimer l'impact d'un facteur de risque
en estimant la part de la maladie qui pourrait être évitée si ce facteur était absent de la population. Donc, dans cette étude qui a été conduite aux États-Unis, la FAP chez les personnes noires était de 45,6 %, chez les personnes latino-américaines 46,7 %, comparativement à moins de 40 % chez les personnes blanches. Les facteurs de risque de démence sont aussi plus communs chez les personnes des communautés autochtones et dans les communautés LGBTQ. La prévalence de démence est aussi plus élevée dans plusieurs de ces groupes-là. Puis ce qui est important de noter, c'est que les causes sous-jacentes à ces disparités sont principalement sociales et structurelles et non pas génétiques. Donc on parle plutôt de la discrimination, du stress, de l'exclusion, des traumatismes que les personnes de ces communautés ont vécus au cours de leur vie. Puis ces facteurs-là, en plus d'avoir un impact direct sur la santé cognitive, donc on sait que le stress, par exemple, ça a un impact sur le cerveau, mais en plus de ça, ils ont aussi tendance à entraîner une défavorisation socio-économique. Donc ces personnes vivent souvent dans des environnements moins propices à l'adoption d'habitudes de vie saines et ils sont aussi souvent exposés à plus de stresseurs. D'ailleurs, il y a une étude dans une grande cohorte canadienne, donc l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, qui a examiné la prévalence et la fraction attribuable dans la population, là, FAP, de 12 facteurs de risque modifiables, puis ils ont rapporté un gradient en fonction du revenu. Donc, plus le revenu est bas, plus les personnes ont de facteurs de risque modifiables. Donc, plus la prévalence de cas de démence évitable est élevée dans ces populations-là. Je trouve que cette comparaison-là est assez marquante. Donc, c'est entre le groupe au plus faible revenu et celui aux revenus les plus élevés, où la FAP, où la proportion des cas de démence évitable est plus élevée de près de 30 % dans le groupe à plus faible revenu. Donc, c'est vraiment non négligeable. Puis cette étude-là, bien, comme la majorité des études, ça inclut même pas les personnes qui sont les plus défavorisées de notre société. Donc, on pourrait s'attendre à un écart qui est encore plus important si les personnes en situation de précarité extrême étaient aussi incluses dans les études. Donc, des interventions qui visent à adresser ces facteurs de risque pourraient avoir un impact encore plus important dans ces populations-là, mais malheureusement, c'est aussi ces populations qui en ont le moins la capacité, souvent en raison d'un manque de ressources. Donc, les facteurs dont j'ai parlé jusqu'à présent, ça s'appelle les déterminants sociaux de la santé, puis j'ai aussi abordé un peu indirectement les déterminants structurels. Donc, sur cette image qui illustre les causes des problèmes de santé à partir des racines jusqu'aux feuilles de l'arbre qui représentent l'état de santé, les déterminants sociaux de la santé, donc le tronc ici, représentent des causes plus profondes que les comportements et les habitudes de vie, mais ce n'est pas non plus les déterminants sociaux qui sont vraiment à l'origine ou à la racine des inégalités en santé. Donc, c'est plutôt les systèmes d'oppression de notre société qui donnent plus de valeur à certains groupes de personnes qu'à d'autres qui le sont. Donc, on parle de racisme, d'agisme, de sexisme et d'autres dimensions qui donnent à un individu soit plus ou moins de pouvoir, de privilèges et de ressources. C'est ça qu'on appelle les déterminants structurels. Puis, un exemple qui illustre bien ce phénomène-là, à mon avis, c'est les disparités des cas d'Alzheimer entre les hommes et les femmes, ou la discrimination basée sur le genre, les rôles traditionnels associés au genre. Ça a fait que les femmes obtenaient beaucoup moins d'éducation que les hommes dans le passé, puis ça a probablement contribué à la plus grande prévalence chez les femmes. Puis dans les dernières décennies, les femmes maintenant atteignent des niveaux d'éducation comparables ou même supérieurs aux hommes. Donc l'écart en termes de prévalence a aussi diminué. Bien sûr, il y a d'autres facteurs là, qui entrent en jeu, comme les hormones, la ménopause, mais ça illustre bien aussi l'importance d'étudier non seulement l'effet du sexe, mais aussi des facteurs associés au genre. Donc, si on veut que les politiques de santé publique profitent aux populations les plus vulnérables, en adressant ces facteurs-là contextuels et systémiques, on doit étudier ces facteurs-là de manière plus systématique. Malheureusement, les DSSS ne sont pas suffisamment étudiés, puis lorsqu'ils sont intégrés dans les études, ils le sont souvent de manière inconsistante. Donc, différentes études vont utiliser des outils différents, par exemple, pour mesurer le même concept. En plus, il n'existe aucune ligne directrice pour guider les chercheurs dans l'intégration des déterminants sociaux et structurels de la santé dans leurs études.
Donc, c'est ce qu'on a cherché à faire, ce qu'on est en train de faire. Donc, notre objectif, c'est vraiment de concevoir des lignes directrices sur l'intégration des DSSS dans les études sur le vieillissement et la démence. Puis ce qu'on planifie donner aux chercheurs, ça serait une batterie minimale standard. Donc vraiment les mesures DSSS, là, les déterminants sociaux et structurels de la santé, qui devraient absolument être collectés dans toutes les études sur le vieillissement et les troubles neurocognitifs. Donc ça serait un peu comme la version là, basic, là, si tu n'as pas trop de temps, pas trop de ressources, mais tu dis, OK, je vais faire au moins le minimum. Puis ensuite, tu aurais la version un peu plus pro pour les chercheurs qui disent, moi, je vais aller approfondir certains domaines. Donc, on leur donnerait cette option-là aussi, où il y aurait certains modules qu'ils pourraient sélectionner pour aller plus en profondeur sur certains aspects. On veut aussi créer une batterie de questionnaires. Donc, ça serait vraiment un outil qui permettrait aux chercheurs de sélectionner les DSSS qui les intéressent, en plus de la batterie minimale. Ils pourraient les télécharger, donc ça permettrait aussi de recueillir ces données-là de manière plus harmonisée. Donc, pour concevoir ces lignes directrices-là, il y a différents aspects qui vont nous aider à faire ça. Donc, il y a 3 composantes principales. D'abord, on est en train de faire une scoping review pour évaluer les pratiques de recherche actuelles. On fait aussi un sondage dans un grand échantillon de Canadiens pour connaître leurs perspectives sur les facteurs qui impactent leur santé. Et finalement, une étude Delphi qui nous permettra d'obtenir l'avis d'experts sur les mesures des SSS qui devraient être priorisées. Puis ça va être un élément clé de notre recommandation. Aussi à noter, c'est que le projet est entièrement co-développé avec des partenaires communautaires, donc incluant des personnes avec expérience vécue, des proches aidants, et des personnes qui sont impliquées dans divers organismes qui travaillent au service de communautés marginalisées. Puis, avec ces personnes-là, on a formé un comité consultatif. Je vais parler un peu plus de la scoping review parce que c'est cet aspect-là du projet qui est un peu plus avancé. Donc, le but, c'est vraiment d'évaluer la pratique actuelle de collecte des déterminants sociaux de la santé dans les études longitudinales canadiennes. Donc, on veut savoir quels DSSS sont collectés, mais aussi comment ils sont mesurés, donc en utilisant quel questionnaire, quel outil ou quelle question, et combien de time points. Est-ce que ça a juste été demandé à la visite initiale ou à chaque visite annuelle, on le demande. Ça, c'est les critères d'inclusion pour les études. Donc, on veut que les études soient longitudinales, qu'elles se concentrent sur le vieillissement, qu'elles incluent au moins un résultat cognitif ou un score de risque de démence et ou de diagnostic. Ça doit aussi être focusé sur une population canadienne et l'étude doit être en cours. Pour réduire un petit peu le scope, on a exclu les études multipays puis les études qui sont vraiment axées là, sur les interventions pharmacologiques. Il y a une bibliothécaire qui travaille actuellement à raffiner notre stratégie de recherche, mais c'est ce qu'on avait identifié comme source. En termes de littérature grise, ou c'est comme une source non traditionnelle, on va se servir du portail de recherche de la Société d'Alzheimer du Canada, qui permet de trouver là, des cohortes au Canada qui n'ont peut-être pas d'articles encore publiés à leur sujet. Puis, c'est un peu une scoping review non traditionnelle qu'on fait. Notre but, c'est pas vraiment de trouver des articles, mais plutôt de trouver des cohortes, de trouver des études. Fait que si on a 2 articles qui traitent de la même cohorte, on va simplement garder l'article du protocole, s'il y en a un, ou le premier article publié au sujet de la cohorte. L'information qu'on va extraire de ces études-là, bien entendu, le nom de l'étude, les chercheurs, aussi où au Canada ça a été conduit, est-ce que c'est partout au Canada ou juste dans une province, les caractéristiques principales de la population. On va aussi extraire une liste des mesures cognitives ou des mesures là, de troubles neurocognitifs, de symptômes par exemple. Et vraiment, le cœur là, de notre extraction de données, c'est vraiment au niveau des DSSS. Donc, on a une liste prédéfinie de mesures, puis les évaluateurs vont devoir déterminer, OK, est-ce que ça a été collecté ou non? On peut aussi noter si ça a été partiellement collecté, à quel moment ça a été collecté et quel outil a été utilisé. Donc, jusqu'à maintenant, le progrès qu'on a fait, le projet est préenregistré sur OSF. C'est une plateforme là, de Open Science ou sciences ouvertes qui permet d'être vraiment transparent sur notre protocole dès le début. Donc, ça a été préenregistré le 10 mars. On a piloté notre processus de sélection, donc nos critères d'inclusion. Et on a aussi piloté notre formulaire d'extraction, donc qui nous permet d'aller chercher les données des cohortes.
Et ça nous a aussi permis d'obtenir quelques résultats préliminaires. Donc, on a extrait les données de cohortes connues, comme celle de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, ou CLSA en anglais. Également les données de CIMAQ, Compass ND et Prevent AD, qui sont peut-être des cohortes que vous connaissez. Donc ici, on voit nos résultats. Donc je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non, vous ne voyez pas ma souris. Donc en deuxième colonne, on voit toutes les mesures DSSS pour lesquelles on a indiqué si c'était collecté en vert, partiellement collecté en jaune ou pas du tout, donc en gris, pour chacune de ces 4 études-là, CLSA, CIMAQ, Prevent AD et Compass ND. Puis pour faciliter l'interprétation, je les ai catégorisés là, dans différentes catégories. Par exemple, la catégorie identité, où on a le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, le statut marital, et ainsi de suite. On a aussi la catégorie là, culture et ethnicité, environnement, etc. Donc, je vais le faire défiler. Mais je vais vous les résumer aussi, là. Mais comme vous pouvez voir, il y a certains domaines qui sont mieux caractérisés que d'autres. Puis il y a certaines études, évidemment, qui mettent plus l'emphase sur les déterminants sociaux que d'autres. Donc, en résumé, on a identifié plusieurs domaines qui sont bien caractérisés. Par exemple, l'origine ethnique et la culture, c'était quand même bien. Le réseau social, la profession, la langue aussi. Mais il y avait aussi plusieurs domaines qui nécessiteraient une caractérisation plus approfondie dans le futur. Entre autres, le genre, c'était peu collecté, puis lorsque ça l'était, c'était seulement l'identité de genre, mais il n'y avait pas grand-chose sur les rôles associés au genre, l'expression, les stéréotypes. Aussi la littératie, c'était peu collecté. Les facteurs économiques, surprenamment, j'étais quand même surprise. Puis les expériences négatives et le stress aussi, c'était pas très bien caractérisé. On a aussi noté que différentes études utilisent des outils différents pour mesurer le même DSSS. Donc ça peut être un défi lorsqu'on veut harmoniser là, plusieurs études ensemble. Un aspect du projet qui est important, que j'ai déjà un peu mentionné, c'est la collaboration avec nos partenaires communautaires avec qui on a formé un comité consultatif. Donc l'idée, c'est que les perspectives diverses que ce groupe nous amène, ça nous permet un peu de voir certains de nos angles morts. Donc on a fait jusqu'à présent 3 sessions, excusez, on vient juste d'en faire une hier, 3 sessions de discussion, donc une en français, 2 en anglais. Puis, durant ces sessions-là, on fait une activité un peu de mind mapping pour identifier les facteurs qui influencent la santé du cerveau chez les personnes de diverses communautés. Il y a une des participantes qui a dit, en anglais, « If you don't have a sense of belonging, it's very difficult to participate in activities in your community. If you don't feel like you belong, things like walking groups become inaccessible. » Donc, ce manque de sentiment d'appartenance impacte la participation à des activités sociales comme des marches en groupe. Puis, elle a aussi ajouté que le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui est développé bien avant les années de vieillesse, mais l'impact se fait vraiment ressentir à long terme, puis se fait ressentir le plus fortement souvent dans le vieillissement et dans le handicap. Puis ça venait d'une de nos participantes qui est proche aidante pour sa mère. Donc, ces discussions-là nous ont permis d'identifier des barrières et des facilitateurs à l'adoption de comportements qui seraient bénéfiques à la santé du cerveau. Donc, d'autres thèmes qui sont ressortis, c'est la stigmatisation des troubles neurocognitifs, les soucis de se sentir en sécurité. Des fois, c'était vraiment identifié comme une barrière à la participation à des activités. Il y avait aussi l'importance d'avoir un but. Puis vraiment des séances qui étaient très riches, là, mais c'est quelques exemples. Puis, les membres de notre comité consultatif sont aussi impliqués dans la co-création du questionnaire qu'on va distribuer à un grand nombre de Canadiens. Puis, dans le fond, ils vont nous aider surtout à s'assurer que le langage est approprié à une vaste audience. Donc, une fois ce questionnaire-là finalisé, là, grâce au feedback de notre comité consultatif, on va envoyer le sondage à travers la plateforme Hosted in Canada qui permet de collecter des données chez un grand nombre de personnes en peu de temps. On va envoyer ce sondage-là à 600 adultes de plus de 30 ans répartis de manière égale entre les groupes d'âge. Donc, le but de ce sondage, c'est d'identifier les facteurs que les Canadiens perçoivent comme les plus importants pour leur santé et celle de leurs pairs.
Puis on va aussi explorer les facteurs individuels qui influencent leur perception. Par exemple, est-ce que le niveau d'éducation influence les facteurs qui sont considérés les plus importants? On s'apprête aussi à mener une étude Delphi. Donc, un Delphi, c'est une méthode qui permet de recueillir l'avis d'experts. Il y a habituellement 3 tours qui permettent d'obtenir à la fin un consensus sur un sujet. Donc, dans notre cas, on va demander aux experts d'attribuer un niveau de priorité à chaque item d'une liste de DSSS. Puis, à partir des scores qui vont avoir été attribués, on va donc sélectionner les mesures qui vont faire partie là, de la batterie minimale standard. Donc, ce qu'on va recommander là, aux chercheurs, qu'il faudrait absolument inclure ces mesures-là. Ce qu'on fait, c'est un Delphi modifié parce qu'on commence avec une liste de mesures DSSS. Puis ça, c'était surtout pour diminuer la charge de travail demandée aux experts participants. Les items proviennent surtout de la littérature, mais aussi du scoping review qu'on est en train de faire. Donc, la liste est assez exhaustive, mais les participants vont quand même avoir la possibilité de suggérer des items additionnels là, s'ils le souhaitent. Puis, pour chaque item, en plus de devoir donner comme un score de priorité, les participants vont aussi pouvoir indiquer la manière ou l'outil qu'ils considèrent là, qui serait optimal pour la mesurer. Donc, pour donner vraiment une vue d'ensemble du projet, donc, il y a chacune de ces composantes, l'évaluation des pratiques actuelles, recueillir les perspectives de 600 adultes canadiens, les opinions d'experts et nos collaborations avec des partenaires communautaires. Donc, c'est vraiment tout ça qui va informer la création des lignes directrices qui, on l'espère, vont guider les pratiques futures. On travaille aussi en parallèle sur le document qui va contenir ces lignes directrices. C'est un document qui est interactif, puis à partir de ce document-là, on va créer un site web qui va permettre de naviguer plus facilement à travers les différentes sections. Donc, on va bien sûr avoir une introduction, un résumé des pratiques actuelles qui va provenir du Scoping Review. On va aussi présenter les principaux DSSS et leur impact sur la santé cognitive et sur le risque de troubles neurocognitifs. Puis ensuite, on va présenter évidemment les recommandations, donc la batterie minimale DSSS basée sur le Delphi et les modules additionnels. Donc, comme je l'ai un peu mentionné, on va avoir certains modules, par exemple, on pense en avoir un sur les expériences enrichissantes, un autre sur les expériences de l'enfance. Donc, les chercheurs pourraient déterminer, OK, moi, je pense que pour mon étude, ça serait pertinent d'avoir ce module-là en plus de la batterie minimale. Puis, finalement, dans ce document-là, on va aussi aborder les meilleures pratiques pour les différents stades de recherche, à partir de la conception de l'étude jusqu'à l'interprétation des résultats. Puis, on s'assure évidemment que tout au long du document, on intègre les perspectives de nos partenaires communautaires. Donc, il y a des choses qu'on n'arrive pas nécessairement à capter juste en lisant la littérature. Par exemple, le sentiment d'appartenance, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de nos sessions avec ces partenaires-là et qu'on n'avait pas nécessairement là, capté dans la littérature. Donc, c'est vraiment enrichissant de ce côté-là. Donc, on va s'assurer d'intégrer le plus possible les perspectives. On pense même peut-être inclure des extraits de ces sessions-là pour donner un peu plus de vie au document en donnant des exemples concrets. Donc, comme je l'ai mentionné, le mode principal de dissémination, ce sera un site web. Donc, on espère que ça sera un peu plus user-friendly pour les chercheurs. Désolé l'anglicisme. Puis, on va aussi, évidemment, utiliser des moyens plus traditionnels, comme des publications dans des revues scientifiques et des conférences. Et donc, dans la phase 2 du projet qu'on va bientôt commencer, on va vraiment travailler activement à promouvoir l'implémentation des lignes directrices. Donc, on consulte actuellement les chercheurs des études parce que c'est eux qui vont utiliser là, le document. Donc, pour savoir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi les barrières qu'ils anticipent, puis aussi s'il y a des moyens qu'ils pensent qui pourraient faciliter l'implémentation dans leurs études. Puis justement, je vais demander là, votre avis aujourd'hui. Évidemment, on a quand même quelques idées pour faciliter l'implémentation.
Par exemple, l'outil qu'on veut créer qui permettrait là, de sélectionner les questionnaires, puis les chercheurs pourraient les télécharger directement. On espère que ça pourrait faciliter, puisque des fois, c'est pas évident de trouver les questionnaires. Il y a aussi, on pourrait faire des webinaires, des ateliers dans des conférences, des vidéos éducatives. Et toutes ces ressources-là, on les rendrait disponibles là, dans une section du site web, donc facilement trouvables. Donc, on va maintenant passer à la partie plus interactive de la présentation. Je ne sais pas si j'ai pris vraiment trop de temps ou...